Merci et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour cette présentation. Donc c'est bien parce qu'on a déjà eu pas mal d'éléments qui vont être utiles pour la suite. Donc comme vous le savez, les arboviroses, ce sont avant tout au départ des zoonoses. Et donc comme toutes les zoonoses, ça fait partie des gros réservoirs d'émergence potentielle. C'est aussi des maladies vectorielles et effectivement, en matière d'émergence, les vecteurs vont être importants, mais on a vu déjà pas mal d'éléments concernant cette partie du cycle vectoriel. Et je vais m'intéresser plus précisément au virus. Néanmoins, en parlant d'émergence, évidemment, quelques mots sur la dengue. Je ne vais pas être très longue puisqu'on a déjà eu largement des informations à ce sujet, mais c'est l'arbovirose clairement la plus importante à l'échelle de la planète. Et même si elle est déjà la plus importante, elle est également en forte expansion avec une progression exponentielle du nombre de cas. Ces dernières années, il y avait une augmentation entre 2000 et 2019 avec un passage de 500 000 à 5,2 millions de cas recensés par l'OMS. Et puis, cette augmentation et cette progression exponentielle s'est poursuivie, notamment ces dernières années. Vous avez en bas là, la représentation de l'évolution du nombre de cas dans les Amériques, avec un record en 2023 à plus de 4 millions de cas, qui a encore été largement battu en 2024, avec en septembre plus de 11,5 millions de cas. Je ne vais pas reprendre, puisque ça a été la situation en Guyane, puisque ça a déjà été présenté largement, mais effectivement, pour 2023-2024, l'épidémie la plus intense avec la co-circulation dengue 3 et dengue 2. Peut-être juste dire un mot sur la caractéristique. C'est vrai qu'on considère que la dengue elle est endémo-épidémique à hyper-endémique en Guyane, et ça depuis longtemps. Et le fait d'employer ce terme endémique peut-être laisser penser à un cycle local persistant. Et en fait, ces épidémies et correspondent à des renouvellements. Je vous encourage à aller voir. Ça répondra peut-être à des questions qui ont été aussi posées précédemment. Allez voir la présentation d'Alizé Lagrave sur l'évolution et la diversité génétique. On voit bien que ces épidémies sont essentiellement dues à des introductions, réintroductions à partir de l'extérieur, et notamment de plus en plus à plus large échelle. Et ça vous sera présenté donc demain. Alors, quand on parle d'émergence, bien sûr, il y a évidemment aussi les émergences des virus chikungunya et Zika, auxquels la Guyane a fait face il y a quelques années, à l'occasion de l'introduction de ces virus sur le continent américain. D'abord, le virus chikungunya, détecté pour la première fois fin 2013 à Saint-Martin. Il a rapidement donné une épidémie entre la semaine 9 de 2014 jusqu'à la fin 2015. Et puis ensuite, il a laissé la place au virus Zika, qui avait, lui, été détecté pour la première fois au Brésil en mai 2015 et qui a donné une circulation épidémique en 2016. Si l'impact clinique, en termes de nombre de cas cliniquement évocateurs, semble avoir été plus important pour le chikungunya, quand on a regardé au niveau de la séroprévalence, les deux vagues ont en fait donné une circulation à peu près équivalente, puisqu'on a des séroprévalences qui en découlent de l'ordre de 20%. Et avec une répartition géographique, comme vous pouvez le voir, majoritairement sur le littoral et sur le Maroni, comme d'ailleurs on le retrouve avec la séroprévalence de la dengue, même si la séroprévalence de la dengue est plus importante, et ce qui correspond clairement au fait que l'ensemble de ces trois virus partagent le même vecteur, l'Aedes aegypti, dont on a largement entendu parler. Alors c'est vrai que nous n'avons pas eu de détection biologique de virus chikungunya et de virus Zika depuis. Mais c'est vrai aussi, comme ça a été évoqué, qu'il y a eu des alertes, notamment le Brésil rapporte plus de 300 000 cas de chikungunya pour 2024. Et donc, on n'est pas du tout à l'abri, avec des séroprévalences de 20%, d'une réintroduction et de nouvelles épidémies. Peut-être quelques mots avant de passer à la suite sur l'exemple du virus Zika.
puisque ce virus, qui a été identifié en 1947 en Ouganda, a été très longtemps considéré comme un virus sans aucun, avec très peu d'intérêt en pathologie humaine, puisqu'il y avait très peu de cas humains documentés, et qu'on considérait qu'en fait, il ne donnait pas vraiment de symptômes. Premier intérêt en 2007, avec une épidémie sur l'île de Yap, et intérêt parce que le taux d'attaque a été très important. 5000 cas, ce qui correspondait quand même à peu près à 75% de la population. Et puis, le virus a diffusé dans le Pacifique, 2013-2014, on augmente le nombre de cas, et là, on a une première alerte avec la Polynésie française qui fait une alerte sur une augmentation inhabituelle de syndrome de Guillain-Barré, avec saturation des réanimations. Et puis, nouveau changement d'échelle en 2015 avec l'émergence sur le continent américain et notamment au Brésil, avec plus d'1 million de cas, 1,5 million même, avec là la notification d'un nombre inhabituel de cas de microcéphalie. Avec, pour conséquence, le 1er février 2016, l'alerte OMS qui a fait passer en fait le virus Zika d'un virus sans intérêt en pathologie humaine à une urgence de santé publique de portée internationale. Je dis ça parce que c'est pour avoir conscience que sur les centaines d'arboviroses qui existent et qui sont pour une bonne part d'entre elles considérées comme sans intérêt, on n'est pas à l'abri de surprises. Alors on va maintenant passer à des virus qui, même si la fièvre jaune a pu être transmise par l'Aedes aegypti, on va changer un petit peu de problématique et de vecteur. La fièvre jaune reste une préoccupation de santé publique, mais fort heureusement, la vaccination existe, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'arboviroses, et elle est obligatoire en Guyane. On sait que en 2017, on avait évalué à 95% la couverture vaccinale, ce qui est tout à fait satisfaisant. Ce virus est d'origine africaine, importé à l'occasion de la traite des esclaves, il y a quelques siècles, et il s'est installé dans les Amériques. Et c'est vrai que, en Guyane, une dernière épidémie avait été déclarée au début du XXe siècle. Il y avait eu un cas déclaré en 1998, mais finalement, la fièvre jaune n'était plus vraiment un problème. Encore une fois, on est d'accord, il n'y a pas de risque épidémique. Néanmoins, il y a une dizaine d'années, on a assisté à une réémergence de la fièvre jaune, aussi bien en Afrique, mais aussi dans les Amériques, et notamment à partir de 2016. Le Brésil a fait face à des épisodes aussi et des épidémies sans précédent, notamment épidémies sans précédent parce que, en fait, le virus est sorti de son aire de transmission habituelle et donc s'est étendu à des zones dans lesquelles il n'y avait pas de recommandation vaccinale. Suite à ces alertes, ici en Guyane, on a détecté 4 cas, 2017, 2018 et 2 en 2020, essentiellement sur le Maroni, mais on a quand même eu un cas qui a été contaminé au niveau de la Comté, donc finalement pas si loin de Cayenne et pas en forêt très profonde, même si on n'est jamais loin de la forêt. Les 4 cas qu'on a pu détecter, ils sont tous décédés, ce qui, comme la fièvre jaune n'est pas mortelle dans 100% des cas, pourrait laisser penser qu'on passe à côté des fièvres jaunes qui ne sont pas trop sévères. Et si on s'intéresse maintenant à la phylogénie des virus qui ont circulé, qui ont été détectés en Guyane, on voit qu'on va les retrouver ici sur l'arbre qui représente le lignage sud-américain et ils sont nettement distincts des virus responsables de la circulation au Brésil, ce qui témoigne bien qu'on a affaire, alors même si c'est un virus qui a été importé, ce virus s'est réinstallé en zone selvatique et qu'on a ici affaire à une circulation selvatique locale persistante, d'où la nécessité de maintenir la vaccination si certains étaient tentés de revenir dessus. Juste pour information, on n'a pas eu de cas détectés depuis 2020, mais là, en Amérique du Sud, la PAO recense pour 2024 38 cas dans 5 pays, dont 19 sont décédés. Alors, on va s'intéresser maintenant plus précisément à des virus américains. Et tout d'abord, le virus Mayaro, qui est le cousin américain en fait du virus chikungunya. C'est un alphavirus arthritogénique. Il appartient, comme le chikungunya, au complexe Semliki Forest. Il a été isolé pour la première fois à Trinidad et en fait, actuellement, il est essentiellement
responsable de circulation endémique avec quelques épidémies sporadiques et un cycle salvatique. Voilà. En ce qui concerne la Guyane, il y a eu plusieurs études de séroprévalence, la dernière en 2017, qui rapporte une séroprévalence de près de 3%. La séroprévalence augmente régulièrement avec l'âge, ce qui témoigne de cette circulation endémique, mais avec une grosse hétérogénéité géographique. Les séroprévalences les plus faibles sur la côte, ici en rouge, moins de 1%, intermédiaires sur le Maroni, entre 10 et 17%, et les plus importantes sur l'intérieur et notamment sur le haut Oyapok avec pas loin de 30% à 3 sauts. Globalement, la probabilité annuelle d'infection est estimée à 0,14%, ce qui fait plus de 350 infections par an pour la Guyane, dont plusieurs dizaines sur Cayenne. En fait, ce que nous on détecte, on a 38 cas confirmés au total, confirmés, c'est-à-dire virologiquement, c'est-à-dire soit isolement, soit PCR en temps réel, entre 1996 et 2024. Il y a d'abord eu 11 isolements entre 1996 et 2006, puis une période sans détection, mais peut-être qu'on ne cherchait pas suffisamment bien, puisque en 2013, il y a eu deux cas qui ont été détectés en Europe, importés de Guyane. Et puis, depuis qu'on a réinstallé des techniques de détection, on a régulièrement des détections en faible nombre, 3 en 2017, 2 en 2018, 1 en 2019. Un cluster un petit peu inhabituel, enfin d'ailleurs c'était pas un cluster, les cas n'étaient pas épidémiologiquement liés, si ce n'est qu'ils étaient sur l'île de Cayenne. Alors il faut savoir que c'était sur une période de 2 mois, l'été 2020, une période où on était confiné avec le Covid, où on avait une épidémie de dengue. Et donc, sur 145 échantillons qui étaient dengue négatifs, avec des syndromes dengue-like, on a identifié 14 positifs. Certaines de ces personnes n'avaient pas quitté la ville de Cayenne. En 2024, à nouveau, 4 cas confirmés. Loïc nous parlera de le petit foyer au Norag demain. Un cas confirmé aussi à Saint-Laurent et plus récemment, en juillet, un cas confirmé à Cayenne avec quelqu'un qui se déplace. Là encore, si on s'intéresse à la génétique de ces virus guyanais, eh ben on voit qu'on va les retrouver, qu'ils sont très proches entre eux, ce qui est en faveur d'une circulation, là encore, sylvatique, locale, en Guyane, plus que de circulation à l'échelle de la région, même si on n'est pas à l'abri de cas qui viennent de plus loin. Alors après avoir évoqué les virus qu'on connaît, les familles qu'on connaît un petit peu les mieux en matière d'arbovirose, à savoir les flavies et les togaviridés, quelques mots maintenant sur une famille qui nous intéresse beaucoup, entre autres à l'Institut Pasteur, la famille des Peribuniaviridae, notamment le genre Orthobuniavirus. Alors c'est vrai que quand j'ai rendu cette diapositive, j'avais repris des chiffres avec 103 espèces. C'était ce qui était affiché dans l'ICTV sur la précédente reclassification. On est maintenant passé à 138 espèces. Et globalement, ce genre, il est encore très mal connu, mais tout à fait préoccupant. Préoccupant pourquoi ? D'abord parce qu'il y a beaucoup d'espèces, parce que parmi ces espèces, beaucoup sont d'ores et déjà connues comme étant pathogènes pour l'homme, avec, comme pour beaucoup d'arboviroses, des tableaux cliniques qui vont de syndrome fébrile, tout à fait, probablement des formes asymptomatiques bien sûr, ou peu symptomatiques, des syndromes fébriles limités, mais aussi potentiellement des formes sévères, parfois mortelles, à type dans des tableaux d'encéphalite ou de fièvre hémorragique. Préoccupant aussi parce qu'il s'agit de virus à génome segmenté et donc qui présentent un potentiel évolutif important avec la possibilité en cas de co-infection de réassortiment des différents segments et donc d'apparition d'un virus avec un potentiel phénotypique complètement renouvelé. Ça, par exemple, était le cas pour le virus Ngari en Afrique, qui est un réassortant Buniam vera et bataille, et qui, contrairement au virus dont il est issu, est responsable de fièvre hémorragique. Et préoccupant enfin parce qu'on en a un bon nombre en Amérique, et notamment dans la région amazonienne,
y compris en Guyane. Je vous ai mis quelques noms en violet, c'est des exemples de virus décrits dans les Amériques qui sont relativement connus. Et puis en bleu, vous avez des virus qui ont été clairement isolés en Guyane, notamment dans le cadre d'études entomologiques qui avaient été conduites à l'Institut Pasteur de 1972 à 1980 et qui avaient permis l'isolement de 150 souches virales avec tous les virus que vous voyez sur justement les sérogroupes considérés comme les sérogroupes les plus potentiellement pathogènes pour l'homme. On n'a pas seulement des notions d'isolement à partir de moustiques ou de vecteurs, mais aussi quelques évidences historiques à partir de prélèvements humains, avec la notion de 6 isolements viraux d'Oriboca, d'Orthobunia du groupe C et d'Oropouche entre 1997 et 2002, mais aussi des traces sérologiques, hein, puisqu'il y avait eu des essais de sérologie entre 2001 et 2003 et qui avaient pu permettre de mettre en évidence 136 échantillons qui possédaient des IgM positifs vis-à-vis des différents orthobuniavirus qui sont cités ici, parmi lesquels plusieurs Oropouches. Donc, suite à ces constatations un petit peu historiques, on s'est intéressé au Centre national de référence des arbovirus à développer des QRT-PCR multiplex pour essayer de détecter notamment des virus du sérogroupe C. Et sur les 2 ans sur lesquels on a appliqué ce nouvel outil, nous avons détecté 14 infections sur différentes... je vous engage à regarder la shortcom d'Antoine Amfici à ce sujet. Et l'analyse génétique est en cours, mais globalement, on a une diversité génétique non négligeable, essentiellement de l'orthobuniavirus Oriboca, mais avec des réassortants. Bien sûr, je ne peux pas parler des orthobunias sans parler du virus Oropouche, hein, qui est le chef de file le plus connu, avec le Mayaro, des virus américains, spécifiquement américains. Donc ce virus, il a été isolé pour la première fois à Trinidad et Tobago en 1955. Il est depuis considéré comme endémique dans le bassin amazonien, mais on a aussi régulièrement pu identifier des épidémies urbaines et surtout périurbaines. Donc son cycle, il est donc salvatique, mais aussi urbain, même s'il reste encore mal connu. En tout cas, il a la particularité par rapport au virus qu'on a vu précédemment, d'avoir comme vecteur principal des culicoïdes, et notamment le culicoïde para1,6. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression un petit peu d'émergence en Amérique du Sud et en Amérique centrale, hein, dans différents pays. Ça a été notamment le cas en Guyane, à Saül, en 2020, là encore, riche année hein, pour les virus, entre Covid, dengue, Mayaro. On a eu aussi le CDPS de Saül qui a lancé une alerte puisqu'ils avaient une épidémie de syndrome dengue-like avec PCR dengue négative et sur lesquels on a pu identifier, enfin confirmer qu'il s'agissait de virus Oropouche avec une publication qui a été faite à l'époque sur les formes cliniques présentées, qui étaient en fait relativement modérées, avec 3 hospitalisations d'évolution favorable, et avec quand même une observation qui est une récurrence fréquente des symptômes dans les 10 jours. Depuis, plus rien en Guyane, mais par contre, dans la région, la situation est assez chaude en matière de virus Oropouche, puisqu'il y a eu une première alerte de la PAO en février 2024 et puis renforcée en août 2024. Et vous avez ici le bilan au 6 septembre. Donc, comme ça a déjà été évoqué tout à l'heure par Sophie, je crois, il y a aujourd'hui, au 6 septembre, plus de 9800 cas confirmés dans 6 pays, le Brésil, la Bolivie, la Colombie, le Pérou, Cuba et la République dominicaine, et une cinquantaine de cas importés,
aussi bien en Europe et aux États-Unis, et probablement même plus, puisque j'ai vu là tout récemment aux États-Unis le chiffre de 70 cas importés. Alors pour la petite histoire, la cinquantaine de cas importés là, qui sont rapportés dans le bulletin de la PAO de septembre proviennent dans leur quasi-totalité de Cuba, alors que Cuba ne déclare que 500 cas confirmés. Ce qui est considéré comme très en deçà de la réalité. Au-delà du nombre de cas et du nombre de pays concernés par cette circulation, c'est l'extension géographique en dehors des régions endémiques, notamment de l'Amazonie, qui interpelle, avec notamment l'extension à l'ensemble du Brésil, y compris l'Est et le Sud-Est, et puis aussi l'extension à l'Amérique centrale, enfin voilà, avec à Cuba et à la République dominicaine. Et enfin, mais peut-être que ça vous évoquera aussi le Zika, l'apparition de formes cliniques inhabituelles avec des décès qui sont rapportés. 2 décès ont été confirmés de jeunes femmes sans comorbidité dans des tableaux de fièvre hémorragique. Il y a d'autres cas sévères en cours d'investigation. Également la notion de transmission verticale, mort fœtale, anomalie congénitale, et puis des syndromes de Guillain-Barré qui sont également rapportés par Cuba. Et puis plus récemment, la détection aussi, non pas que ce soit une forme sévère, mais potentiellement avec des implications, la mise en évidence du virus dans le sperme sur un cas importé en Italie à partir de Cuba. Si on s'intéresse là encore aux caractéristiques du virus, on voit que ce virus, alors vous avez ici les différents segments correspondant au virus Oropouche, avec les petits triangles en rose qui représentent le virus de l'épidémie actuelle. Vous voyez, ou pas, parce que c'est peut-être un petit peu petit, qu'ici, il s'égrège avec les... Enfin, il est proche, aussi bien le segment S que le segment L sont proches des souches vertes qui correspondent au lignage Pérou, Colombie et Équateur, tandis que le segment L, lui, les souches Pérou, Colombie, Équateur sont ici, et que le segment M est proche d'un lignage brésilien, ce qui correspond donc, enfin, ce qui atteste donc qu'on a affaire à un nouveau réassortant qui a sans doute émergé au début des années 2000, a déjà donné une épidémie au Brésil et puis l'épidémie de Saül en 2020, puisque c'était déjà ce réassortant, et qui est majoritairement en cause dans l'épidémie en cours. Il y a néanmoins la Colombie qui témoigne de la détection de l'autre lignage, donc co-circulation pour leur cas. Donc, je ne peux pas tout détailler, puisque, bon, comme je l'ai évoqué au départ, le nombre d'arbovirus est très grand, mais rien que si on considère les virus qui ont été à un moment donné isolés en Guyane, on a encore des candidats potentiels. Il y a déjà, par exemple, au niveau de la famille des Togaviridae au genre alphavirus, on a, comme vous le voyez ici, le virus Tonate ou Kabasu, dont les noms, pour ceux qui sont qui habitent en Guyane, évoquent leur origine guyanaise. Ces virus sont des alphavirus encéphalitiques qui appartiennent au complexe de l'encéphalytéquine vénézuélienne. Alors, ils ne sont pas connus pour donner des épidémies, mais d'autres virus de ce complexe le sont. Et cela donne des cas, des syndromes neurologiques sévères. En ce qui concerne le tonate, pour info quand même, on a pu démontrer sur des enquêtes de séroprévalence qui sont maintenant un petit peu anciennes, mais qu'on avait de l'ordre de 10% de séroprévalence sur la côte, donc ce qui témoigne d'une circulation qui est probablement non négligeable. Au niveau des flavivirus maintenant, il y a eu des isolements dans le passé de Rossio Saint-Louis, de Ileus, mais on n'en trouve pas de traces actuellement.
Et puis aussi, il ne faudrait pas oublier le virus West Nile. Après son introduction à New York, dans les Amériques, il a largement diffusé sur tout le continent nord-américain, où il est maintenant endémique épidémique. Et on a régulièrement, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, des détections de ce virus. Ça a été notamment le cas cette année en Guadeloupe, avec des détections de cas aviaires, équins et humains. Par contre, à ce jour, aucune détection en Guyane. Et puis, alors, la dernière grande famille, là, c'est la grosse boîte noire, la famille des Phénuiviridae, avec le genre phlébovirus, où là encore, on n'est pas à l'abri de surprises. Voilà, donc au total, énormément de candidats. Malheureusement des cliniques qui sont peu spécifiques, peu d'outils de diagnostic, une surveillance difficile, et pourtant on a clairement des risques d'émergence. La question n'est pas est-ce qu'on va en avoir, la question c'est plus quand, et surtout avec quel virus, et qu'est-ce qu'on fait pour s'y préparer. Je vous remercie, ça c'était une revue dans laquelle beaucoup d'entre vous ont contribué, on va retrouver beaucoup des éléments anciens que j'ai cités, et puis surtout merci à tous ceux qui participent au système de surveillance, et notamment les laboratoires et bien sûr Santé publique France et ARS. Merci Dominique pour